lecture de l'ouvrage Le moi et le ça, écrit par Sigmund Freud en 1923. Le moi et le ça. Introduction. Les discussions ci-après prolongent des cheminements de pensée qui furent commencés dans mon écrit Au-delà du principe de plaisir, publié en 1920, face auquel je me situais personnellement, comme il y est mentionné, avec une certaine curiosité bienveillante. Elles accueillent ces pensées, les rattachent à divers faits de l'observation analytique, cherchent à déduire de cette réunion de nouvelles conclusions, mais ne font pas de nouveaux emprunts à la biologie, et se situent pour cette raison plus près de la psychanalyse que l'au-delà. Elles revêtent le caractère d'une synthèse plutôt que d'une spéculation, et semblent s'être fixé un but élevé. Je sais toutefois qu'elles s'arrêtent aux grandes lignes, et je suis tout à fait d'accord avec cette limitation. De plus, elles touchent à des choses qui jusqu'ici n'ont pas encore fait l'objet de l'élaboration psychanalytique, et ne peuvent éviter d'effleurer un certain nombre de théories qui ont été établies par des non-analystes ou par d'ex-analystes lors de leur retrait de l'analyse. J'ai toujours été prêt, par ailleurs, à reconnaître mes obligations envers d'autres travailleurs. Mais je ne me sens dans ce cas nullement chargé d'une telle dette de gratitude. Si la psychanalyse n'a pas jusqu'ici pris en compte certaines choses, cela n'advint jamais parce qu'elle avait omis de voir leur action ou qu'elle voulait dénier leur significativité, mais parce qu'elle poursuit un chemin déterminé, qui n'avait pas encore mené aussi loin. Et finalement, quand elle y est arrivée, les choses aussi lui apparaissent autrement qu'aux autres. Première partie, conscience et inconscient. Dans ce chapitre introductif, rien de nouveau ne peut être dit, et la répétition de ce qui a été souvent dit auparavant ne peut être évitée. La différenciation du psychique en conscient et inconscient est la présupposition fondamentale de la psychanalyse, et elle seule lui donne la possibilité de comprendre les processus pathologiques de la vie d'âme, aussi fréquents qu'importants, de les intégrer à la science. Encore une fois et dit autrement, la psychanalyse ne peut situer l'essence du psychique dans la conscience, mais doit forcément regarder la conscience comme une qualité du psychique, qui peut s'ajouter à d'autres qualités ou aussi bien être absente. Si je pouvais me représenter que tous ceux qui sont intéressés par la psychologie liront cet écrit, je serais aussi préparé à ce que, dès cet endroit, une partie des lecteurs s'arrête et ne m'accompagne pas plus avant, car ici est le premier shibboleth de la psychanalyse. Pour la plupart de ceux qui ont une formation philosophique, l'idée d'un psychique qui ne soit pas également conscient est tellement inconcevable qu'elle leur apparaît absurde et pouvant être écartée par la pure logique. Je crois que cela vient seulement de ce qu'ils n'ont jamais étudié les phénomènes afférents de l'hypnose et du rêve, qui, abstraction totalement faite du pathologique, contraignent à une telle conception. Mais leur psychologie de la conscience est également incapable de résoudre les problèmes du rêve et de l'hypnose. Être conscient est d'abord un terme purement descriptif, qui se réfère à la perception la plus immédiate et la plus sûre. L'expérience nous montre ensuite qu'un élément psychique, par exemple une représentation, n'est d'ordinaire pas durablement conscient. Il est plutôt caractéristique que l'état de conscience passe rapidement. La représentation, maintenant consciente, ne l'est plus dans le moment suivant, mais elle peut le redevenir sous certaines conditions facilement établies. Entre-temps, elle était nous ne savons pas quoi. Nous pouvons dire qu'elle a été latente, et nous entendons par là qu'elle était à chaque instant capable de conscience. Même si nous disons qu'elle a été inconsciente, nous avons donné une description correcte. Cet inconscient-là coïncide alors avec latent, c'est-à-dire capable de conscience. Les philosophes, il est vrai, nous objecteraient. Non, le terme inconscient n'a ici aucune application. Tant que la représentation était dans l'état de latence, elle n'était absolument rien de psychique. Les contredirions-nous dès cet endroit, nous nous engagerions dans une querelle de mots où il n'y aurait rien à gagner. Mais nous sommes parvenus au terme ou concept d'inconscient par une autre voie, par élaboration d'expériences dans lesquelles la dynamique animique joue un rôle.
nous avons appris d'expérience, c'est-à-dire nous avons été forcés d'admettre qu'il y a des processus ou représentations animiques très forts. Ici entre d'abord en ligne de compte un facteur quantitatif, donc économique, qui peuvent avoir pour la vie d'âme toutes les conséquences qu'ont d'autres représentations, même des conséquences qui, à leur tour, peuvent devenir conscientes en tant que représentation, sauf qu'ils ne deviennent pas eux-mêmes conscients. Il n'est pas nécessaire de répéter ici en détail ce qui a été déjà si souvent présenté. Il suffit. À cet endroit prend place la théorie psychanalytique, et elle affirme que de telles représentations ne peuvent pas être conscientes parce qu'une certaine force s'y oppose, que sans cela, elles pourraient devenir conscientes et que l'on verrait alors combien peu elles se différencient d'autres éléments psychiques reconnus. Cette théorie est rendue irréfutable par ceci que dans la technique psychanalytique, se sont trouvés des moyens à l'aide desquels on peut supprimer la force opposante et rendre conscientes les représentations en question. L'état dans lequel celle-ci se trouvait avant l'action de rendre conscient, nous l'appelons refoulement. Et la force qui a entraîné et maintenu le refoulement, nous affirmons la ressentir pendant le travail analytique comme une résistance. Notre concept d'inconscient, nous l'obtenons donc à partir de la doctrine du refoulement. Le refoulé est pour nous le prototype de l'inconscient. Mais nous voyons que nous avons deux sortes d'inconscient. Le latent, cependant capable de conscience, et le refoulé, en soi et sans plus non capable de conscience. Notre aperçu de la dynamique psychique ne peut rester sans influence sur la nomenclature et la description. Nous appelons le latent, qui n'est inconscient que descriptivement, non au sens dynamique, préconscient. La dénomination d'inconscient, nous la limitons au refoulé dynamiquement inconscient. Si bien que nous avons maintenant trois termes, conscient, préconscient et inconscient, dont le sens n'est plus purement descriptif. Le préconscient, nous en faisons l'hypothèse, se tient beaucoup plus près du conscient que l'inconscient. Et puisque nous avons appelé psychique l'inconscient, nous aurons d'autant moins de scrupules à le faire pour le préconscient latent. Mais pourquoi ne préférons-nous pas rester en accord avec les philosophes et séparer de façon conséquente le préconscient comme l'inconscient du psychique conscient? Les philosophes nous proposeraient alors de décrire le préconscient aussi bien que l'inconscient comme deux espèces ou stades du psychoïde, et l'union serait instaurée. Mais des difficultés infinies dans la présentation en seraient la conséquence, et l'unique fait important, à savoir que ces psychoïdes concordent sur presque tous les autres points avec ce que l'on reconnaît être le psychique, seraient repoussés à l'arrière-plan en faveur d'un préjugé qui est issu du temps où on ne connaissait pas encore ces psychoïdes ou le plus significatif d'entre eux. Nous pouvons donc maintenant gérer à l'aise notre entreprise avec nos trois termes, conscient, préconscient et inconscient, si seulement nous n'oublions pas qu'au sens descriptif, il y a deux sortes d'inconscient, mais au sens dynamique, seulement une. Pour bien des fins de la présentation, on peut négliger cette différenciation. Pour d'autres, elle est naturellement indispensable. Toujours est-il que nous nous sommes passablement habitués à cette équivocité de l'inconscient, et que nous nous en sommes bien sortis quant à elle. L'éviter, autant que je peux voir, n'est pas possible. La différenciation entre conscient et inconscient est, en fin de compte, une affaire de perception, à laquelle il faut répondre par oui ou par non. Et l'acte de la perception lui-même ne donne aucun renseignement sur la raison pour laquelle quelque chose est perçu ou n'est pas perçu. On n'a pas le droit de se plaindre de ce que le dynamique ne trouve dans les phénomènes qu'une expression équivoque. Mais dans le cours ultérieur du travail analytique, il s'avère que même ces différenciations sont déficientes, insuffisantes en pratique. Parmi les situations qui le montrent, on peut faire ressortir comme décisive la suivante. Nous nous sommes formés la représentation d'une organisation cohérente des processus animiques dans une personne, et nous l'appelons le moi de celle-ci. À ce moi se rattache la conscience. Il gouverne les accès à la motilité,
c'est-à-dire à l'éconduction des excitations dans le monde extérieur. C'est cette instance animique-là qui exerce un contrôle sur tous ces processus partiels qui, durant la nuit, va dormir, tout en maniant alors encore la censure de rêve. De ce moi procèdent aussi les refoulements, par lesquels certaines tendances animiques doivent être exclues non seulement de la conscience, mais aussi des autres manières de se faire valoir et de s'activer. Ce qui a été là mis de côté par le refoulement s'affronte au moi dans l'analyse, et il est assigné comme tâche à l'analyse de supprimer les résistances que le moi manifeste à s'occuper du refoulé. Or, nous faisons pendant l'analyse l'observation que le malade rencontre certaines difficultés quand nous lui assignons certaines tâches. Ces associations font défaillance quand elles doivent s'approcher du refoulé. Nous lui disons alors qu'il se trouve sous la domination d'une résistance. Mais il n'en sait rien. Et même s'il devait deviner, d'après ses sentiments de déplaisir, qu'une résistance agit maintenant en lui, il ne sait ni la nommer, ni l'indiquer. Mais comme cette résistance procède sûrement de son moi et appartient à celui-ci, nous nous trouvons devant une situation imprévue. Nous avons trouvé dans le moi lui-même quelque chose qui est inconscient aussi, se comporte exactement comme le refoulé, c'est-à-dire manifeste de forts effets sans devenir lui-même conscient, et l'action de le rendre conscient nécessite un travail particulier. La conséquence de cette expérience pour la pratique analytique est que nous rencontrons d'innombrables confusions et difficultés si nous nous accrochons à notre mode d'expression habituel et voulons, par exemple, ramener la névrose à un conflit entre le conscient et l'inconscient. Il nous faut à la place de cette opposition en instaurer une autre, issue de notre intelligence des rapports structurels de la vie d'âme, celle entre le moi cohérent et le refoulé séparé de lui par clivage. Mais les conséquences pour notre conception de l'inconscient sont encore plus significatives. La perspective dynamique nous avait apporté le premier correctif. L'intelligence quant à la structure nous apporte le second. Nous reconnaissons que l'inconscient ne coïncide pas avec le refoulé. Il reste exact que tout refoulé est inconscient, mais que tout inconscient n'est pas pour autant refoulé. Une partie du moi aussi, et combien cette partie du moi est importante, seul un Dieu le sait, peut être inconscient, et sûrement inconscient. Et cet inconscient du moi n'est pas latent au sens du préconscient. Sinon, il ne pourrait pas être activé sans devenir conscient, et l'action de le rendre conscient ne devrait pas réserver d'aussi grandes difficultés. Si nous nous voyons ainsi, devant l'obligation de mettre en place un troisième inconscient non refoulé, il nous faut alors concéder que le caractère d'être inconscient perd pour nous en significativité. Il se change en une qualité multivoque, qui n'autorise pas les vastes et exclusives conséquences pour lesquelles nous l'aurions volontiers exploité. Il nous faut cependant nous garder de le négliger, car en fin de compte, la propriété, conscient ou non, est l'unique flambeau dans l'obscurité de la psychologie des profondeurs. Deuxième partie, le moi et le ça. La recherche pathologique a dirigé notre intérêt beaucoup trop exclusivement sur le refoulé. Nous aimerions en apprendre davantage sur le moi, depuis que nous savons que le moi aussi peut être inconscient au sens propre. Notre unique point d'appui durant nos investigations était jusqu'à présent le critère être conscient ou inconscient. Finalement, nous avons vu combien cela peut être multivoque. Or, tout notre savoir est toujours lié à la conscience. Même l'inconscient, nous ne pouvons en prendre connaissance qu'en le rendant conscient. Mais attention, comment cela est-il possible ? Que veut dire rendre conscient quelque chose ? Comment cela peut-il se produire ? Nous savons déjà à quoi nous rattacher ici. Nous avons dit que la conscience est la surface de l'appareil animique, c'est-à-dire que nous l'avons attribué comme fonction à un système qui, spatialement, est le premier en partant du monde extérieur. Spatialement, non seulement d'ailleurs dans le sens de la fonction, mais cette fois aussi dans le sens du découpage anatomique. Notre recherche aussi
doit prendre cette surface perceptive comme point de départ. D'emblée, sont conscientes toutes les perceptions qui arrivent de l'extérieur, perceptions sensorielles, et venant de l'intérieur, ce que nous appelons sensations et sentiments. Mais qu'en est-il de ces processus internes que nous pouvons peut-être, de façon grossière et imprécise, rassembler sous le terme de processus de pensée? Arrive-t-il, eux qui s'accomplissent quelque part à l'intérieur de l'appareil comme des déplacements d'énergie anémique sur le chemin de l'action, à la surface qui fait apparaître la conscience? Ou bien est-ce la conscience qui vient à eux? Nous notons que c'est une des difficultés qui se produisent quand on veut prendre au sérieux la représentation spatiale, topique, de l'advenir anémique. Les deux possibilités sont également inconcevables. Il devrait en exister une troisième qui soit la bonne. J'ai déjà fait ailleurs l'hypothèse que la différence effective entre une représentation inconsciente et une préconsciente consiste en ce que la première s'accomplit sur un matériel quelconque qui reste non connu, alors que pour la seconde, la préconsciente, s'ajoute la mise en liaison avec des représentations de mots. Ici est faite pour la première fois la tentative d'indiquer pour les deux systèmes préconscients et inconscients des critères qui soient d'autre sorte que la relation à la conscience. La question « comment quelque chose devient-il conscient ?» s'énonce donc de façon plus appropriée. Comment quelque chose devient-il préconscient? Et la réponse serait par la mise en liaison avec les représentations de mots correspondantes. Ces représentations de mots sont des restes mnésiques. Elles furent un jour des perceptions et peuvent, comme tous les restes mnésiques, redevenir conscientes. Avant que nous ne traitions plus avant de leur nature, point en nous comme une nouvelle manière de voir. Ne peut devenir conscient que ce qui a été déjà un jour perception consciente. Et, en dehors des sentiments, ce qui provenant de l'intérieur veut devenir conscient doit tenter de se transposer en perception externe. Cela devient possible par le moyen des traces mnésiques. Les restes mnésiques, nous nous les figurons contenus dans des systèmes qui sont immédiatement contigus au système préconscient-conscient, de sorte que leur investissement provenant de l'intérieur peuvent se propager facilement aux éléments de ce système. On pense ici aussitôt à l'hallucination et au fait que le souvenir le plus vivace continue toujours à être différencié de l'hallucination comme de la perception externe. Mais tout aussi vite se propose cette issue que dans la revivification d'un souvenir, l'investissement reste conservé dans le système mnésique, tandis que l'hallucination, non différenciable de la perception, peut apparaître quand l'investissement ne fait pas qu'empiéter de la trace mnésique sur l'élément préconscient, mais passe en totalité sur celui-ci. Les restes de mots descendent essentiellement de perceptions acoustiques, si bien que par là se trouve donnée en quelque sorte une origine sensorielle particulière pour le système préconscient. Les constituants visuels de la représentation de mots, on peut au premier abord les négliger comme secondaires, acquis par la lecture. Et de même pour les images de mouvement du mot qui, hormis chez les sourds-muets, jouent le rôle de signe de soutien. C'est que le mot est à proprement parler le reste mnésique du mot entendu. Nous ne saurions oublier, éventuellement par goût de la simplification, la significativité des restes mnésiques optiques, restes mnésiques des choses, ni dénier le fait qu'un devenir conscient des processus de pensée par retour au reste visuel est possible et chez beaucoup de personnes semble privilégié. Du caractère particulier de ce penser visuel, l'étude des rêves et des fantaisies préconscientes peut, d'après les observations de Warendonck, donner une représentation. On apprend que la plupart du temps, c'est seulement le matériel concret de la pensée qui devient conscient, mais que pour les relations qui caractérisent particulièrement la pensée, une expression visuelle ne peut être donnée. Le penser en image n'est donc qu'un devenir conscient très imparfait. Il se trouve aussi d'une certaine manière plus proche des processus inconscients que le penser en mots,
et est indubitablement plus ancien que celui-ci, onto comme phylogénétiquement. Si donc, pour revenir à notre argument, c'est là la voie par laquelle quelque chose d'inconscient en soi devient préconscient, alors à la question de savoir comment nous rendons préconscient quelque chose de refoulé, il faut répondre en instaurant, par le travail analytique, de tels maillons intermédiaires préconscients. La conscience se maintient donc à sa place, mais pour autant, l'inconscient n'est pas, en l'occurrence, monté jusqu'au conscient. Alors que la relation au moi de la perception externe est tout à fait patente, la relation au moi de la perception interne exige une investigation particulière. Elle fait encore une fois émerger ce doute. A-t-on effectivement raison de mettre en relation toute la conscience avec le seul système superficiel préconscient-conscient? La perception interne fournit des sensations de processus venant des strates les plus diverses, certainement aussi les plus profondes de l'appareil anémique. Elles sont mal connues. Celles de la série Plaisir des plaisirs peuvent encore valoir comme leur meilleur modèle. Elles sont plus originelles, plus élémentaires que celles issues de l'extérieur. Elles peuvent encore se produire dans des états de conscience troubles. Sur leur plus grande significativité économique et sur le fondement métapsychologique de celle-ci, je me suis exprimé ailleurs. Ces sensations sont multiloculaires, comme les perceptions externes. Elles peuvent venir simultanément de divers endroits et, ce faisant, avoir des qualités diverses, voire opposées. Les sensations à caractère de plaisir n'ont en soi rien qui fasse pousser, au contraire des sensations de déplaisir qui ont cette propriété au plus haut degré. Celles-ci poussent à la modification, à l'éconduction, et c'est pourquoi nous interprétons le déplaisir dans le sens d'une élévation, le plaisir dans celui d'un rabaissement de l'investissement d'énergie. Si nous appelons ce qui devient conscient en tant que plaisir et déplaisir un autre chose dans le cours anémique, autre quantitativement, qualitativement, la question est alors de savoir si un tel autre chose peut devenir conscient sur les lieux où doit être transmis jusqu'au système préconscient. L'expérience clinique tranche en faveur de la seconde possibilité. Elle montre que cette autre chose se comporte comme une motion refoulée. Il peut déployer des forces pulsantes sans que le moi remarque la contrainte. Ce n'est que la résistance contre la contrainte, la suspension de la réaction des conductions, qui rend aussitôt cette autre chose conscient en tant que déplaisir. Tout comme des tensions de besoin, la douleur peut aussi rester inconsciente, cette chose intermédiaire entre perception externe et interne, elle qui se comporte comme une perception interne, même là où elle est issue du monde extérieur. Il reste donc exact que sensations et sentiments ne deviennent eux aussi conscients qu'en atteignant le système préconscient. Si la transmission est bloquée, ils ne se produisent pas comme sensations, bien que l'autre chose qui leur correspond soit le même dans le cours de l'excitation. Plus brièvement, d'une manière pas tout à fait correcte, nous parlons alors de sensations inconscientes. Nous maintenons l'analogie qui n'est pas tout à fait justifiée avec des représentations inconscientes. La différence est en effet que, pour la représentation inconsciente, il faut d'abord que soient créés des maillons de liaison pour l'amener au conscient, alors que ce n'est pas le cas pour les sensations qui se transmettent directement. En d'autres termes, la différenciation entre conscient et préconscient n'a pas de sens pour les sensations. Le préconscient fait ici défaut. Les sensations sont soit conscientes, soit inconscientes. Même lorsqu'elles sont liées à des représentations de mots, elles ne leur doivent pas leur devenir conscient, mais elles le deviennent directement. Le rôle des représentations de mots devient maintenant pleinement clair. De par leur intermédiaire, les processus de pensée interne ont été faits perception. C'est comme si devait être démontrée cette proposition. Tout savoir est issu de la perception externe. À l'occasion d'un surinvestissement du pensée, les pensées sont perçues effectivement comme de l'extérieur, et de ce fait,
tenu pour vrai. Après cette clarification des relations entre la perception externe et interne et le système de surface préconscient-conscient, nous pouvons nous mettre à achever l'édification de notre représentation du moi. Nous le voyons partir du système préconscient comme de son noyau, et englober d'abord le préconscient, qui s'étaye sur les restes mnésiques. Mais le moi est aussi, comme nous l'avons appris d'expérience, inconscient. Ici, j'estime que nous aurons grand avantage à suivre l'incitation d'un auteur qui proclame en vain, pour des motifs personnels, n'avoir rien à faire avec la haute et stricte science. Je veux parler de Grodek, qui ne cesse de mettre l'accent sur le fait que ce que nous appelons notre moi se comporte dans la vie de façon essentiellement passive, que, d'après son expression, nous sommes, je cite, vécus, fin de citation, par des puissances inconnues, impossibles à dominer. Nous avons tous reçu les mêmes impressions, même si elles ne nous ont pas subjugués jusqu'à l'exclusion de toutes les autres, et nous ne renonçons pas à assigner à la manière de voir de Grodek sa place dans le corps de la science. Je propose, pour en tenir compte, d'appeler l'être qui part du système préconscient, et qui est d'abord préconscient, le moi. Et pour ce qui est du psychique autre que lui, dans lequel il se continue et qu'il se comporte comme inconscient, de l'appeler comme le fait Grodek, le ça. Nous verrons bientôt si nous pouvons tirer profit de cette conception pour la description et la compréhension. Un individu est donc pour nous un ça psychique, non connu et inconscient. Sur lui se trouve posé en surface le moi, développé à partir du système préconscient comme noyau. Si nous cherchons à présenter graphiquement les choses, alors nous ajouterons que le moi n'enveloppe pas le ça totalement, mais seulement dans la mesure où le système préconscient en forme la surface. Donc à peu près comme le disque germinal est posé sur l'œuf. Le moi n'est pas séparé de manière tranchée du ça, il conflue avec lui vers le bas. Mais le refoulé, aussi conflue avec le ça, n'est qu'une partie de lui. Le refoulé n'est démarqué de manière tranchée du moi que par les résistances de refoulement. Par le ça, il peut communiquer avec lui. Nous reconnaissons aussitôt que presque toutes les partitions que nous avons décrites à l'incitation de la pathologie ne se rapportent qu'aux strates superficielles de l'appareil animique. Nous pourrions esquisser de ces rapports un dessin dont les contours ne servent assurément qu'à la présentation et ne doivent prétendre à aucune interprétation particulière. Ajoutons éventuellement que le moi porte une calotte auditive, d'après le témoignage de l'anatomie cérébrale, seulement sur un côté. Elle est pour ainsi dire posée sur lui de travers. Il est facile d'apercevoir que le moi est la partie du ça modifiée sous l'influence directe du monde extérieur par l'intermédiaire du préconscient conscient, en quelque sorte une continuation de la différenciation de surface. Il s'efforce aussi de faire valoir l'influence du monde extérieur sur le ça et ses visées, tend à installer le principe de réalité à la place du principe de plaisir, lequel règne sans restriction dans le ça. La perception joue pour le moi le rôle qui dans le ça échoit à la pulsion. Le moi représente ce qu'on peut appeler raison et bon sens, au contraire du ça qui contient les passions. Tout cela se recouvre avec des différenciations populaires connues de tous, mais ne peut aussi se comprendre de manière juste que dans la moyenne ou idéalement. L'importance fonctionnelle du moi trouve son expression en ceci que la domination sur les accès à la motilité lui est normalement concédée. Ainsi, il ressemble, dans son rapport avec le ça, au cavalier qui doit brider la force supérieure du cheval, avec cette différence que le cavalier tente cela avec ses propres forces, le moi avec des forces empruntées. Cette comparaison nous emporte un peu plus loin. De même qu'il ne reste souvent rien d'autre à faire au cavalier, s'il ne veut pas se séparer de son cheval, que de le conduire là où il veut aller. Ainsi le moi a coutume de transposer en action la volonté du ça, comme si c'était la sienne propre. Sur l'apparition du moi et sa mise à part du ça, un autre facteur que l'influence du système préconscient semble encore avoir agi. Le corps propre, et avant tout la surface de celui-ci, est un lieu d'où peuvent partir en même temps des perceptions internes et externes. Il est vu comme un autre objet, mais
produit au toucher deux sortes de sensations, dont l'une peut équivaloir à une perception interne. Il a été suffisamment discuté en psychophysiologie de la façon dont le corps propre s'extrait du monde de la perception. La douleur aussi semble y jouer un rôle, et la façon dont on acquiert à l'occasion de maladies douloureuses une nouvelle connaissance de ses organes est peut-être prototypique de la façon dont on arrive d'une manière générale à la représentation de son corps propre. Le moi est avant tout un moi corporel. Il n'est pas seulement un être de surface, mais lui-même la projection d'une surface. Si on cherche une analogie anatomique pour cela, le mieux est de l'identifier avec l'homoncule cérébral des anatomistes, qui se tient sur la tête dans le cortex, tend les talons vers le haut, regarde vers l'arrière et, comme on sait, porte la zone du langage à gauche. Le rapport du moi à la conscience a été pris en compte de manière répétée. Cependant, quelques faits importants sont ici à décrire de manière nouvelle. Habitués à emporter partout avec nous le point de vue d'une évaluation sociale ou éthique, nous ne sommes pas surpris d'entendre dire que l'agitation des passions inférieures se produit dans l'inconscient. Mais nous nous attendons à ce que les fonctions animiques trouvent d'autant plus facilement un accès sûr à la conscience qu'elles sont placées plus haut dans cette évaluation. Mais ici, l'expérience psychanalytique nous détrompe. Nous avons d'un côté des preuves que même un travail intellectuel délicat et difficile, qui d'ordinaire exige un grand effort de réflexion, peut aussi être fourni préconsciemment sans venir à la conscience. Ces cas sont tout à fait indubitables. Ils se produisent par exemple dans l'état de sommeil et se manifestent en ce qu'une personne connaît immédiatement après le réveil la solution d'un difficile problème mathématique ou autre pour lequel elle s'était vainement donné de la peine le jour précédent. Mais bien plus déconcertante est une nouvelle expérience. Nous apprenons dans nos analyses qu'il y a des personnes chez qui l'autocritique et la conscience morale, donc des activités animiques évaluées au plus haut, sont inconscientes et en tant qu'inconscientes manifestent les effets les plus importants. Le rester inconscient de la résistance dans l'analyse n'est donc d'aucune manière l'unique situation de ce genre. Mais la nouvelle expérience qui nous oblige, malgré notre meilleur discernement critique, à parler d'un sentiment de culpabilité inconscient, nous déroute bien plus et pose de nouvelles énigmes, particulièrement quand nous devinons peu à peu qu'un tel sentiment de culpabilité inconscient joue un rôle économique décisif dans un grand nombre de névroses et place les plus forts obstacles sur le chemin de la guérison. Si nous voulons revenir à notre échelle de valeurs, il nous faut dire non seulement le plus profond, mais aussi le plus élevé chez le moi peut être inconscient. C'est comme s'il nous était démontré de cette manière ce que nous avons énoncé précédemment sur le moi conscient. Il est avant tout un moi corps. Troisième partie, le moi et le surmoi. Si le moi n'était que la part du ça modifiée sous l'influence du système de perception, le représentant du monde extérieur réel dans l'animique, nous aurions alors affaire à un état de choses simples. Mais il vient s'ajouter un autre fait. Les motifs qui nous ont amenés à faire l'hypothèse d'un stade dans le moi, une différenciation à l'intérieur du moi, qui doit être nommé idéal du moi ou surmoi, ont été débattus en d'autres lieux. Il subsiste à bon droit que ce morceau du moi ait une relation moins solide à la conscience, c'est la nouveauté qui réclame explication. Il nous faut ici aller chercher un peu plus loin. Nous avions réussi à élucider la souffrance douloureuse de la mélancolie par l'hypothèse qu'un objet perdu est réérigé dans le moi, donc qu'un investissement d'objet est relayé par une identification. À cette époque, nous ne reconnaissions cependant pas encore toute la significativité de ce processus, et ne savions pas combien il est fréquent et typique. Nous avons depuis lors compris qu'un tel remplacement a une grande part dans la mise en forme du moi, et contribue essentiellement à instaurer ce qu'on appelle son caractère. Aux primes origines, dans la phase orale primitive de l'individu, investissement d'objets et identification ne sont sans doute pas différenciés l'un de l'autre. Après, on peut seulement admettre que les investissements d'objets procèdent du ça, lequel ressent les tendances érotiques comme des besoins. Le moi, au début encore débile,
prend connaissance des investissements d'objets, s'en accommode ou cherche à se défendre contre eux par le procès du refoulement. Qu'un tel objet soit abandonné par obligation ou nécessité, il n'est pas rare qu'alors, à la place, survienne la modification du moi qu'il faut décrire, ainsi que dans la mélancolie, comme érection de l'objet dans le moi. Les circonstances plus précises de ce remplacement ne nous sont pas encore connues. Peut-être le moi, par cette introjection qui est une sorte de régression au mécanisme de la phase orale, facilite-t-il ou rend-il possible l'abandon de l'objet? Peut-être cette identification est-elle d'une façon générale la condition nécessaire pour que le ça abandonne ces objets. En tout cas, le processus, surtout dans des phases de développement précoce, est très fréquent et peut rendre possible la conception selon laquelle le caractère du moi est un précipité des investissements d'objets abandonnés et contient l'histoire de ces choix d'objets. Il faut naturellement concéder d'emblée l'existence d'une échelle de la capacité de résistance, suivant la mesure dans laquelle le caractère d'une personne se défend contre ces influences venant de l'histoire des choix d'objets érotiques ou les admet. Chez des femmes qui ont eu beaucoup d'expériences amoureuses, on croit pouvoir facilement mettre en évidence les reliquats de leur investissement d'objets dans leurs traits de caractère. Entre aussi en ligne de compte une simultanéité de l'investissement d'objets et de l'identification, donc une modification du caractère avant que l'objet n'ait été abandonné. Dans ce cas, la modification du caractère pourrait survivre à la relation d'objet et, en un certain sens, la conserver. Un autre point de vue énonce que cette transposition d'un choix d'objet érotique en une modification du moi est aussi une voie par laquelle le moi peut maîtriser le ça et approfondir ses relations avec lui. Il est vrai, au prix d'une large docilité envers les expériences vécues de celui-ci. Quand le moi adopte les traits de l'objet, il s'impose, pour ainsi dire, lui-même au ça comme objet d'amour. Il cherche à lui remplacer sa perte en disant, je cite, « Regarde, tu peux m'aimer moi aussi, je suis si semblable à l'objet. » Fin de citation. La transposition de libido d'objet en libido narcissique qui se produit ici entraîne manifestement un abandon des buts sexuels, une désexualisation, donc une sorte de sublimation. Et même surgit la question digne d'un traitement approfondi. Cela n'est-il pas la voie générale vers la sublimation? Toute sublimation ne se produit-elle pas par l'intermédiaire du moi, lequel transforme d'abord la libido d'objet sexuel en libido narcissique pour lui poser ensuite peut-être un nouveau but? Cette transformation ne peut-elle pas avoir aussi pour conséquence d'autres destins de pulsions? Par exemple, entraîner une démixion des diverses pulsions fusionnées les unes avec les autres. Cela nous occupera encore plus tard. Nous ferons par rapport à notre but une digression, cependant inévitable, en arrêtant à un moment notre attention sur les identifications d'objets du moi. Que celles-ci prennent le dessus, qu'elles deviennent par trop nombreuses et excessives et inconciliables les unes avec les autres, alors un résultat pathologique est proche. Cela peut aller jusqu'à un éclatement du moi. Les identifications prises une à une, s'isolant les unes des autres par des résistances, et peut-être le secret des cas de ce qu'on nomme personnalité multiple réside-t-il en ceci que les identifications prises une à une accaparent alternativement la conscience. Même quand cela ne va pas jusque-là, se dégage le thème des conflits entre les diverses identifications dans lesquelles le moi diverge brusquement, conflits qui, en fin de compte, ne peuvent être totalement qualifiés de pathologiques. Mais quelle que soit la forme que puisse prendre la résistance ultérieure du caractère contre les influences d'investissement d'objets abandonnés, les effets des premières identifications qui se sont effectuées à l'âge le plus précoce seront généraux et durables. Cela nous ramène à l'apparition de l'idéal du moi, car derrière lui se cache la première et la plus significative identification de l'individu, celle avec le père de la préhistoire personnelle. Celle-ci ne paraît pas tout d'abord être le résultat ou l'issue d'un investissement d'objets. Elle est directe et immédiate et plus précoce
que tout investissement d'objet. Mais les choix d'objets qui appartiennent à la première période sexuelle et qui concernent père et mère paraissent, dans un déroulement normal, trouver leur issue dans une telle identification et renforcer ainsi l'identification primaire. Toujours est-il que ces relations sont si compliquées qu'il devient nécessaire de les décrire de manière plus approfondie. Il y a deux facteurs qui sont responsables de cette complication: la prédisposition triangulaire de la situation oedipienne et la bisexualité constitutionnelle de l'individu. Le cas simplifié, pour l'enfant masculin, prend la forme suivante. Tout à fait précocement, il développe pour la mère un investissement d'objet qui prend son point de départ dans le sein maternel et donne l'exemple prototypique d'un choix d'objet selon le type par étayage. Du père, le garçon s'empare par identification. Les deux relations cheminent un temps l'une à côté de l'autre, jusqu'à ce que, par le renforcement des souhaits sexuels pour la mère et la perception que le père est un obstacle pour ses souhaits, le complexe d'Oedipe apparaisse. L'identification au père revêt maintenant une tonalité hostile. Elle vire en souhait d'éliminer le père pour le remplacer auprès de la mère. À partir de là, le rapport au père est ambivalent. C'est comme si l'ambivalence contenue depuis le début dans l'identification était devenue manifeste. La position ambivalente envers le père et la tendance objectale uniquement tendre dirigée vers la mère décrivent pour le garçon le contenu du complexe d'Oedipe simple, c'est-à-dire positif. Lorsque le complexe d'Oedipe tombe en ruine, l'investissement d'objet de la mère doit être abandonné. À sa place peuvent venir deux sortes de choses, soit une identification avec la mère, soit un renforcement de l'identification au père. C'est la dernière issue que nous avons coutume de considérer comme la plus normale. Elle permet de maintenir dans une certaine mesure la relation tendre à la mère. Du fait de la disparition du complexe d'Oedipe, la masculinité dans le caractère du garçon aurait ainsi connu une consolidation. D'une manière tout à fait analogue, la position oedipienne de la petite fille peut déboucher sur un renforcement de son identification à la mère, qui établit le caractère féminin de l'enfant. Ces identifications ne correspondent pas à notre attente, car elles n'introduisent pas l'objet abandonné dans le moi. Mais cette issue aussi se rencontre et est plus facile à observer chez des filles que chez des garçons. On apprend très fréquemment de l'analyse que la petite fille, après qu'il lui a fallu renoncer au père comme objet d'amour, sort maintenant sa masculinité, et au lieu de s'identifier avec la mère, s'identifie avec le père, donc avec l'objet perdu. Ici, cela dépend évidemment du fait que ces prédispositions masculines sont ou non suffisamment fortes, en quoi qu'elles puissent consister. L'issue de la situation oedipienne dans une identification au père ou à la mère paraît donc chez les deux sexes dépendre de la force relative des deux prédispositions sexuées. C'est là une des façons qu'a la bisexualité de s'immiscer dans les destins du complexe d'Oedipe. L'autre est encore plus significative. On acquiert en effet l'impression que le complexe d'Oedipe simple n'est absolument pas la chose la plus fréquente, mais correspond à une simplification ou schématisation qui néanmoins reste pratiquement assez souvent justifiée. Une investigation plus approfondie met à découvert la plupart du temps le complexe d'Oedipe dans sa forme plus complète, laquelle est double, positive et négative, dépendant de la bisexualité originelle de l'enfant, c'est-à-dire que le garçon n'a pas seulement une position ambivalente avec le père et un choix d'objet tendre pour la mère, mais qu'il se comporte aussi simultanément comme une fille, qu'il manifeste la position féminine tendre envers le père et la position hostile, jalouse, lui correspondant vis-à-vis de la mère. C'est cette intervention de la bisexualité qui rend si difficile de percer à jour les rapports des choix d'objets et identification primitifs, et encore plus difficile de les décrire de façon saisissable. Il se pourrait aussi que l'ambivalence constatée dans le rapport aux parents soit à référer complètement à la bisexualité et ne soit pas, comme je l'ai présenté auparavant, développée à partir de l'identification par la position de rivalité. J'estime qu'on fait bien d'admettre en général, et tout particulièrement chez les névrosés, l'existence du complexe d'Oedipe complet.
L'expérience analytique montre alors que dans bon nombre de cas, l'un ou l'autre de ces constituants disparaît, ne laissant que des traces à peine décelables. Si bien que cela donne une série où, à une extrémité, se trouve le complexe d'Oedipe normal, positif. À l'autre extrémité, celui inversé, négatif, tandis que les maillons intermédiaires offrent la forme complète avec participation inégale des deux composantes. Lors de la disparition du complexe d'Oedipe, les quatre tendances qu'il comporte s'assembleront de telle sorte qu'il en découle une identification au père et une identification à la mère. L'identification au père maintiendra l'objet mère du complexe positif et simultanément remplacera l'objet père du complexe inversé. Une chose analogue vaudra pour l'identification à la mère. Dans l'empreinte plus ou moins forte des deux identifications se reflètera l'inégalité des deux prédispositions sexuelles. On peut donc admettre, comme résultat le plus général de la phase sexuelle dominée par le complexe d'Oedipe, un précipité dans le moi, lequel consiste en l'instauration de ces deux identifications susceptibles d'être accordées l'une à l'autre de quelque façon. Cette modification du moi garde sa position à part. Elle s'oppose au reste du moi comme idéal du moi ou surmoi. Toutefois, le surmoi n'est pas simplement un résidu des premiers choix d'objets du ça, mais il a aussi la signification d'une formation réactionnelle énergique contre ceci. Sa relation au moi ne s'épuise pas dans la sommation. Ainsi comme le père, tu dois être. Elle englobe aussi l'interdit. Ainsi comme le père, tu n'as pas le droit d'être. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de faire tout ce qu'il fait. Bien des choses lui restent réservées. Ce double visage de l'idéal du moi découle du fait que l'idéal du moi a été requis pour le refoulement du complexe d'Oedipe, et même qu'il ne doit son apparition qu'à cette révolution. Le refoulement du complexe d'Oedipe n'a pas été évidemment une tâche facile, étant donné que les parents, en particulier le père, sont reconnus comme l'obstacle à la réalisation effective des souhaits oedipiens. Le moi infantile se renforcera pour cette opération de refoulement en érigeant en lui ce même obstacle. Dans une certaine mesure, il emprunta au père la force nécessaire, et cet emprunt est un acte extraordinairement lourd de conséquences. Le surmoi conservera le caractère du père, et plus le complexe d'Oedipe fut fort, plus son refoulement s'effectua rapidement. Plus, par la suite, le surmoi, comme conscience morale, voire comme sentiment de culpabilité inconscient, dominera sévèrement sur le moi. D'où tire-t-il la force pour cette domination et le caractère contraignant qui se manifeste en tant qu'impératif catégorique? Là-dessus, je ferai plus tard une supposition. Si nous considérons encore une fois l'apparition du surmoi ici décrite, nous reconnaissons qu'il est le résultat de deux facteurs biologiques hautement significatifs. Le long décède et la longue dépendance infantile de l'être humain et le fait de son complexe d'Oedipe que nous avons, comme on sait, ramené à l'interruption du développement de la libido par la période de latence et ainsi à l'instauration en deux temps de sa vie sexuelle. Cette dernière particularité spécifiquement humaine, à ce qu'il semble, une hypothèse psychanalytique l'a posée comme part d'héritage du développement vers la culture, auquel a contraint la période glaciaire. De ce fait, la séparation entre le surmoi et le moi n'a rien de fortuit. Elle représente les traits les plus significatifs du développement de l'individu et de l'espèce. Et même en donnant à l'influence des parents une expression durable, elle pérennise l'existence des facteurs auxquels elle doit son origine. Il a été fait d'innombrables fois reproche à la psychanalyse de ne pas se soucier de ce qui est supérieur, moral, suprapersonnel dans l'homme. Le reproche était doublement injuste, historiquement comme méthodologiquement. Du premier point de vue, car depuis le commencement, l'impulsion au refoulement fut attribuée aux tendances morales et esthétiques dans le moi. Du second point de vue, car on n'a pas voulu considérer que la recherche psychanalytique ne pouvait pas faire son apparition comme un système philosophique avec un édifice doctrinal complet et achevé, mais devait se frayer la voie pas à pas vers la compréhension des complications animiques par le découpage analytique des phénomènes normaux aussi bien qu'anormaux.
Nous n'avions pas à partager les préoccupations de ceux qui tremblaient pour la persistance dans l'homme de ce qui est supérieur, aussi longtemps que nous avions à nous occuper de l'étude du refoulé dans la vie d'âme. Maintenant, comme nous nous risquons à l'analyse du moi, nous pouvons répondre à tous ceux qui, ébranlés dans la conscience qu'ils ont de la morale, se sont plaints en disant qu'il doit quand même y avoir un être supérieur dans l'homme. C'est sûr, et voici cet être supérieur, l'idéal du moi ou surmoi, la représentance de notre relation aux parents. Petits enfants, nous avons connu, admiré, redouté ces êtres supérieurs. Plus tard, nous les avons accueillis en nous-mêmes. L'idéal du moi est donc l'héritier du complexe d'Oedipe, et de ce fait l'expression des plus puissantes motions et des plus importants destins libidinaux du ça. En l'érigeant, le moi a assuré son emprise sur le complexe d'Oedipe, et simultanément s'est lui-même soumis au ça. Tandis que le moi est essentiellement représentant du monde extérieur, de la réalité, le surmoi se pose face à lui comme avocat du monde intérieur, du ça. Les conflits entre le moi et l'idéal reflèteront en dernier ressort, nous y sommes maintenant préparés, l'opposition entre réel et psychique, monde extérieur et monde intérieur. Ce que la biologie et les destins de l'espèce humaine ont créé et laissé dans le ça, cela est repris par le moi au moyen de la formation d'idéal et revécu individuellement en lui. L'idéal du moi a, par suite de l'histoire de sa formation, la connexion la plus extensive avec l'acquis phylogénétique de l'individu, son héritage archaïque. Ce qui, dans la vie d'âme individuelle, a appartenu au plus profond devient, par la formation d'idéal, ce qu'il y a de plus élevé dans l'âme humaine au sens de notre échelle de valeur. Mais ce serait peine perdue que de localiser l'idéal du moi, ne fût-ce qu'à la façon utilisée pour le moi, ou de le faire entrer dans l'une de ces comparaisons par lesquelles nous avons tenté de reproduire la relation du moi et du ça. Il est facile de montrer que l'idéal du moi satisfait à toutes les exigences qui sont posées à l'être supérieur dans l'homme. En tant que formation de substitut de la désirance pour le Père, il contient le germe à partir duquel toutes les religions se sont formées. Le jugement qu'on porte sur sa propre déficience, par comparaison du moi avec son idéal, produit la sensibilité religieuse, humble, à laquelle se réfère le croyant dans sa désirance. Dans le cours ultérieur du développement, professeurs et autorités ont poursuivi le rôle du Père. Ses commandements et interdits sont restés puissants dans l'idéal du moi et exercent maintenant la censure morale en tant que conscience morale. La tension entre les exigences de la conscience et les performances du moi est ressentie comme sentiment de culpabilité. Les sentiments sociaux reposent sur des identifications avec d'autres sur la base du même idéal du moi. Religion, morale et sensibilité sociale ont été un originellement. D'après l'hypothèse de totem et tabou, ils ont été acquis phylogénétiquement de par le complexe paternel, religion et limitation morale, par la maîtrise du complexe d'Oedipe proprement dit, les sentiments sociaux par l'obligation de surmonter la rivalité subsistant entre les membres de la jeune génération. Dans toutes ces acquisitions morales, le sexe masculin semble avoir pris les devants. Une transmission héréditaire croisée a aussi conféré cette possession aux femmes. Les sentiments sociaux apparaissent aujourd'hui encore chez l'individu comme superstructures, s'élevant par-dessus les motions de rivalité jalouse entre les frères et les sœurs. Comme l'hostilité ne peut pas être satisfaite, il s'instaure une identification avec le rival initial. Des observations sur des personnes à l'homosexualité légère viennent à l'appui de la supposition selon laquelle cette identification, elle aussi, est substitut d'un choix d'objet tendre qui a pris le relais de la position agressive hostile. La mention de la philogenèse fait surgir cependant de nouveaux problèmes devant lesquels, au moment de répondre, on serait tenté de reculer timidement. Mais rien n'y fait. Il faut risquer la tentative, même si on redoute qu'elle n'aille mettre à nu l'insuffisance de toute notre entreprise. La question est, qui a en son temps acquis religion et moralité de par le complexe paternel, le moi du primitif
ou son ça. Si ce fut le moi, pourquoi ne parlons-nous pas simplement d'une transmission héréditaire dans le moi? Si ce fut le ça, comment cela s'accorde-t-il avec le caractère du ça? Ou bien, est-ce qu'il n'est pas permis de reporter la différenciation en moi, sur moi et ça dans des époques si précoces? Ou bien ne doit-on pas avouer honnêtement que toute la conception des processus du moi n'apporte rien à la compréhension de la phylogénèse et ne lui est pas applicable? Répondons d'abord à ce à quoi il est le plus facile de répondre. La différenciation du moi et du ça, nous devons l'attribuer non seulement aux hommes primitifs, mais encore à des êtres vivants bien plus simples, puisqu'elle est l'expression nécessaire de l'influence du monde extérieur. Le surmoi, nous le fîmes naître justement de ces expériences vécues qui conduisirent au totémisme. La question de savoir si c'est le moi ou le ça qui a fait ces expériences et acquisitions s'effondre bientôt. La première considération qui vient nous dit que le ça ne peut vivre ou connaître aucun destin extérieur, sinon à travers le moi, lequel représente auprès de lui le monde extérieur. Mais on ne peut pourtant pas parler d'une transmission héréditaire directe dans le moi. Ici s'ouvre la faille entre l'individu réel et le concept de l'espèce. On ne doit pas non plus prendre la différence du moi et du ça de manière trop rigide, ni oublier que le moi est une part du ça qui a subi une différenciation particulière. Les expériences vécues du moi paraissent tout d'abord se perdre pour l'héritage. Mais si elles se répètent fréquemment et de manière suffisamment forte chez de nombreux individus, se succédant de génération en génération, elles se transposent pour ainsi dire en expériences vécues du ça, dont les impressions sont maintenues par transmission héréditaire. Ainsi, le ça héréditaire héberge en lui les restes d'innombrables existences de moi, et lorsque le moi puise son surmoi dans le ça, il ramène peut-être seulement de plus anciennes configurations du moi au jour, leur procure une résurrection. L'histoire de l'apparition du surmoi rend compréhensible que des conflits précoces du moi avec les investissements d'objets du ça puissent se prolonger en conflit avec leur héritier, le surmoi. Si le moi a mal réussi la maîtrise du complexe d'Oedipe, l'investissement énergétique de celui-ci, issu du ça, entrera de nouveau en action dans la formation réactionnelle de l'idéal du moi. La large communication de cet idéal avec ses motions pulsionnelles inconscientes résoudra l'énigme constituée par le fait que l'idéal peut rester lui-même en grande partie inconscient, inaccessible au moi. Le combat qui avait fait rage dans les strates plus profondes, qui n'avait pas été mené à conclusion par une rapide sublimation et identification, se poursuit dès lors, comme sur le tableau de la bataille des Huns par Kolbach, dans une région supérieure. Quatrième partie, les deux espèces de pulsions. Nous avons déjà dit que si notre subdivision de l'être animique en un ça, un moi et un surmoi signifie un progrès dans nos vues, elle doit aussi s'avérer être un moyen pour comprendre plus profondément et pour mieux décrire les relations dynamiques dans la vie d'âme. Nous nous sommes aussi déjà rendus compte que le moi est sous l'influence particulière de la perception, et qu'on peut dire en gros que les perceptions ont pour le moi la même significativité que les pulsions pour le ça. Mais de plus, le moi est aussi soumis à l'action des pulsions comme le ça, dont il n'est après tout qu'une part ayant subi une modification particulière. Sur les pulsions, j'ai développé récemment, dans l'ouvrage Au-delà du principe de plaisir, une manière de voir que je vais maintenir ici et prendre pour base des discussions ultérieures. Selon quoi on a différencié deux espèces de pulsions, dont l'une, les pulsions sexuelles ou éros, est de loin la plus frappante et la plus accessible à la connaissance. Elle n'englobe pas seulement la pulsion sexuelle proprement dite, non inhibée, et l'émotion pulsionnelle inhibée quant au but et sublimé qui en sont dérivés, mais aussi la pulsion d'autoconservation que nous devons attribuer au moi, et que nous avions, au début du travail analytique, opposé avec de bonnes raisons aux pulsions d'objets sexuels. Dégager la seconde espèce de pulsion nous ménagea des difficultés. Finalement, nous en arrivâmes à considérer le sadisme comme représentant de celle-ci. Sur la base de réflexions théoriques appuyées par la biologie,
nous fîmes la supposition d'une pulsion de mort, à qui est assignée la tâche de ramener le vivant organique à l'état sans vie, tandis que l'éros poursuit le but de compliquer la vie en rassemblant de façon toujours plus extensive la substance vivante éclatée en particules, et par là, naturellement, de la conserver. Les deux pulsions se comportent en cela, au sens le plus strict, de manière conservatrice, en tendant à la réinstauration d'un état qui a été perturbé par l'apparition de la vie. L'apparition de la vie serait donc la cause de la continuation de la vie, et en même temps aussi de la tendance à la mort. La vie elle-même un combat et un compromis entre ces deux tendances. La question de la provenance de la vie resterait une question cosmologique. À celle de la fin et visée de la vie, il serait répondu de façon dualiste. À chacune de ces deux espèces de pulsions serait imparti un procès physiologique particulier. Dans chaque morceau de substance vivante seraient actives les deux sortes de pulsions, mais ceci en une mixion aux proportions inégales, si bien qu'une substance pourrait prendre en charge la représentance majeure de l'éros. De quelle manière se lient, se mélangent, se combinent les unes avec les autres les pulsions des deux espèces, cela serait encore totalement irreprésentable. Mais que cela advienne régulièrement et dans une grande mesure est une hypothèse impossible à écarter dans le contexte qui est le nôtre. Par suite de la mise en liaison des organismes élémentaires unicellulaires en êtres vivants pluricellulaires, on serait parvenu à neutraliser la pulsion de mort de la cellule prise isolément et à dériver les motions destructrices sur le monde extérieur par l'intermédiaire d'un organe particulier. Cet organe serait la musculature, et la pulsion de mort se manifesterait dès lors, pourtant selon toute vraisemblance de façon seulement partielle, contre le monde extérieur et d'autres êtres vivants, en tant que pulsion de destruction. Une fois que nous avons admis la représentation d'une mixion des deux espèces de pulsions, s'impose aussi à nous la possibilité d'une démixion de celle-ci. Dans la composante sadique de la pulsion sexuelle, nous aurions devant nous un exemple classique de mixion pulsionnelle au service d'une fin. Dans le sadisme devenu autonome comme perversion, le prototype d'une démixion, à la vérité non poussée jusqu'à l'extrême. Un aperçu s'ouvre alors à nous sur un vaste domaine de faits qui n'a pas encore été considéré sous ce jour. Nous reconnaissons que la pulsion de destruction est régulièrement mise au service de l'éros aux fins d'éconduction. Nous pressentons que l'accès épileptique est le produit et l'indice d'une démixion pulsionnelle. Et nous apprenons à comprendre que parmi les résultats de maintes névroses graves, par exemple des névroses de contrainte, la démixion pulsionnelle et le surgissement de la pulsion de mort méritent une prise en compte particulière. En une généralisation rapide, nous supposerions volontiers que l'essence d'une régression de la libido, par exemple de la phase génitale à la phase sadique anale, repose sur une démixion pulsionnelle. Comme à l'inverse, le progrès allant de la phase génitale précoce à la phase génitale définitive a pour condition un apport de composantes érotiques. S'élève aussi la question de savoir si l'ambivalence courante, que nous trouvons si souvent renforcée dans la prédisposition constitutionnelle à la névrose, ne peut pas être conçue comme résultat d'une démixion. Toutefois, celle-ci est si originelle qu'elle doit bien plutôt être tenue pour une mixion pulsionnelle non accomplie. Notre intérêt se tournera naturellement vers ces questions. Des relations riches de perspectives ne se laissent-elles pas découvrir entre d'un côté ces formations admises par nous, le moi sur moi et le ça, et de l'autre les deux espèces de pulsions? En outre, pouvons-nous assigner au principe de plaisir dominant les processus animiques une position solide par rapport aux deux espèces de pulsions et aux différenciations animiques? Avant que nous n'entrions cependant dans cette discussion, nous avons à liquider un doute visant la position même du problème. Concernant le principe de plaisir, il n'y a certes aucun doute, la subdivision du moi repose sur une justification clinique. Mais la différenciation des deux espèces de pulsions ne semble pas suffisamment assurée, et il est possible que des faits de l'analyse clinique en suppriment la prétention à l'existence. Il semble y avoir un tel fait. À la place de l'opposition des deux espèces de pulsions, nous pouvons bien mettre la polarité de l'amour et de la haine. Pour trouver une représentance de l'éros,
Nous ne sommes certes pas embarrassés, nous sommes très contents, par contre, de pouvoir, pour la pulsion de mort, difficile à saisir, indiquer un représentant dans la pulsion de destruction à laquelle la haine montre le chemin. Or, l'observation clinique nous enseigne que la haine n'est pas seulement, avec une régularité inattendue, la compagnon de l'amour, pas seulement son précurseur fréquent dans les relations humaines, mais aussi que, sous toutes sortes de conditions, la haine se transforme en amour et l'amour en haine. Si cette transformation est plus qu'une simple succession temporelle, donc un relais, alors évidemment le sol vient à manquer pour une différenciation aussi fondamentale que celle entre pulsion érotique et de mort, qui présuppose des processus physiologiques au cours opposés. Quant au cas où d'abord on aime puis ensuite on hait la même personne, ou l'inverse, si elle nous en a fourni les occasions, il ne relève évidemment pas de notre problème. L'autre cas non plus, celui où un état amoureux non encore manifeste s'extériorise d'abord par de l'hostilité et un penchant à l'agression, car il se pourrait que la composante destructive ait ici pris les devants lors de l'investissement d'objets, jusqu'à ce que la composante érotique s'associe à elle. Mais nous connaissons plusieurs cas tirés de la psychologie des névroses, dans lesquels l'hypothèse d'une transformation est plus concevable. Dans la paranoia persecutoria, le malade se défend d'une façon particulière contre une liaison homosexuelle surforte à une personne déterminée. Et le résultat est que cette personne la plus aimée devient le persécuteur contre qui se dirige l'agression, souvent dangereuse, du malade. Nous avons le droit d'interpoler en disant qu'une phase précédente avait mué l'amour en haine. Lors de l'apparition de l'homosexualité, mais aussi des sentiments sociaux désexualisés, l'investigation analytique ne nous a pris que récemment à connaître l'existence de sentiments de rivalité violents conduisant à un penchant à l'agression. Et c'est seulement une fois qu'ils ont été surmontés que l'objet antérieurement haï devient l'objet aimé, ou l'objet d'une identification. La question s'élève de savoir si pour ces cas, une transposition directe de haine en amour est à admettre. Ici, il s'agit bien sûr de changements purement internes, auxquels un changement de comportement de l'objet ne prend aucune part. L'investigation analytique du processus lors de la mutation paranoïaque nous familiarise cependant avec la possibilité d'un autre mécanisme. Est présente depuis le début une position ambivalente. Et la transformation advient par un déplacement d'investissement réactionnel, de l'énergie étant retirée à la motion érotique et de l'énergie apportée à la motion hostile. Non pas la même chose, mais quelque chose d'analogue advient lors du surmontement de la rivalité hostile qui mène à l'homosexualité. La position hostile n'a aucune perspective de satisfaction. C'est pourquoi, pour des motifs économiques, elle est relayée par la position d'amour qui offre plus de perspectives de satisfaction, c'est-à-dire de possibilités d'éconduction. Ainsi, nous n'avons pas besoin d'admettre, pour aucun de ces cas, une transformation directe de haine en amour qui serait inconciliable avec la diversité qualitative des deux espèces de pulsions. Mais nous remarquons que lors de la prise en compte de cet autre mécanisme de la mutation d'amour en haine, nous avons fait tacitement une autre hypothèse qui mérite de devenir explicite. Nous avons procédé comme s'il y avait dans la vie d'âme, dans le moi ou dans le ça, ce n'est pas tranché, une énergie déplaçable qui, en soi indifférente, peut s'adjoindre à une motion qualitativement différenciée, érotique ou destructive, et élever son niveau d'investissement global. Sans l'hypothèse d'une telle énergie déplaçable, nous n'en sortons absolument pas. La seule question est de savoir d'où elle est issue, à quoi elle appartient et ce qu'elle signifie. Le problème de la qualité des motions pulsionnelles et de leur conservation au cours des divers destins de pulsions est encore très obscur et on s'y est pour le moment à peine attaqué. Sur les pulsions partielles sexuelles qui sont particulièrement bien accessibles à l'observation, on peut constater quelques processus qui appartiennent au même cadre, par exemple que les pulsions partielles communiquent dans une certaine mesure les unes avec les autres, qu'une pulsion venant d'une source érogène particulière peut céder son intensité pour le renforcement d'une pulsion partielle venant d'une autre source. Que la satisfaction d'une des pulsions remplace pour une autre la satisfaction et ainsi de suite. Ce qui ne peut que donner courage à qui veut se risquer à des hypothèses d'une certaine espèce.
Je n'ai d'ailleurs à offrir dans la discussion présente qu'une hypothèse, pas une preuve. Il apparaît plausible que cette énergie, active sans doute dans le moi et dans le ça, déplaçable et indifférente, soit issue de la provision de libido narcissique, qu'elle soit donc de l'éros désexualisé. Les pulsions érotiques, en effet, nous apparaissent d'une façon générale plus plastiques, plus déviables et déplaçables que les pulsions de destruction. On peut alors poursuivre sans contrainte en disant que cette libido déplaçable travaille au service du principe de plaisir pour éviter des stases et faciliter des éconductions. Une certaine indifférence quant à la voie sur laquelle adviennent les conductions, si tant est même qu'elles adviennent, est là impossible à méconnaître. Nous connaissons ce trait comme caractéristique des processus d'investissement dans le ça. Il se rencontre dans les investissements érotiques où est développée une indifférence particulière en ce qui concerne l'objet, tout particulièrement lors des transferts dans l'analyse qui doivent nécessairement s'accomplir. Sur quelle personne cela est indifférent. Rank a récemment apporté de beaux exemples à l'appui du fait que des actions de vengeance névrotique sont dirigées contre les personnes qui ne sont pas les bonnes. À propos de ce comportement de l'inconscient, comment ne pas penser à l'anecdote tournée au comique où l'un des 3 tailleurs du village doit être pendu parce que l'unique forgeron du village a commis un crime passible de mort. C'est qu'il faut une punition, même si elle n'atteint pas le coupable. La même laxité, nous l'avons tout d'abord remarqué à propos des déplacements du processus primaire dans le travail de rêve. Tout comme dans celui des objets, ce serait, dans le cas qui nous occupe, les voies de l'action d'éconduction, qui n'entrent en ligne de compte qu'en second lieu. Cela ressemblerait au moi que de tenir à une plus grande exactitude dans le choix de l'objet, comme dans celui de la voie de l'éconduction. Si cette énergie de déplacement est de la libido désexualisée, alors elle peut aussi être dite sublimée, car elle maintiendrait encore et toujours la visée principale de l'éros, qui est de réunir et de lier, en servant à l'instauration de cet ensemble unitaire par lequel se caractérise le moi. Si nous incluons dans ces déplacements les processus de pensée au sens élargi, alors le travail de pensée est justement lui aussi pris en charge par sublimation d'une force de pulsion érotique. Ici, nous nous retrouvons devant la possibilité effleurée antérieurement que la sublimation procède régulièrement par l'intermédiaire du moi. Nous rappelons l'autre cas où ce moi liquide les premiers investissements d'objets du ça, et certainement aussi en liquide d'ultérieur, en accueillant leur libido dans le moi et en la liant à la transformation du moi instaurée par identification. À cette transposition en libido du moi est naturellement lié un abandon des buts sexuels, une désexualisation. En tout cas, nous obtenons ainsi l'intelligence d'une opération importante du moi dans son rapport à l'éros. En s'emparant de cette façon de la libido des investissements d'objets, en se posant en objet d'amour unique, en désexualisant ou sublimant la libido du ça, il travaille à l'encontre des visées de l'éros. Il se met au service d'émotions pulsionnelles adverses. Il lui faut s'accommoder d'une autre part des investissements d'objets du ça, pour ainsi dire y participer. Nous en viendrons à parler ultérieurement d'une autre conséquence possible de cette activité moïque. À propos de la doctrine du narcissisme, il y aurait maintenant à procéder à une reconfiguration importante. Au prime origine, toute la libido est accumulée dans le ça, pendant que le moi est encore en cours de formation ou débile. Le ça envoie une part de cette libido sur des investissements d'objets érotiques, suite à quoi le moi renforcé cherche à s'emparer de cette libido d'objet et à s'imposer au ça comme objet d'amour. Le narcissisme du moi est ainsi un narcissisme secondaire, retiré aux objets. Encore et toujours, nous faisons l'expérience que les motions pulsionnelles que nous pouvons suivre à la trace se découvrent comme des rejetons de l'éros. N'étaient les considérations faites dans Au-delà du principe de plaisir, et pour finir les contributions sadiques à l'éros, il nous serait difficile de rester attaché à la manière de voir fondamentale dualiste. Mais comme nous y sommes forcés, il faut nous laisser gagner par l'impression que les pulsions de mort sont pour l'essentiel muettes et que le bruit de la vie provient surtout de l'éros. Et quant au combat contre l'éros, on ne peut pas écarter la manière de voir selon laquelle le principe de plaisir sert au ça comme boussole dans le combat contre la libido, qui introduit des perturbations dans le cours de la vie. Si le principe de constance, au sens de Fechner, domine la vie, laquelle devrait donc alors être un glissement dans la mort,
Ce sont les revendications de l'éros, des pulsions sexuelles, qui en tant que besoins pulsionnels suspendent la baisse du niveau et introduisent de nouvelles tensions. Le ça se défend contre elles, guidé par le principe de plaisir, c'est-à-dire par la perception de déplaisir en empruntant diverses voies. Tout d'abord, en cédant le plus rapidement possible aux exigences de la libido non désexualisée, donc en luttant pour la satisfaction des tendances sexuelles directes. D'une manière beaucoup plus large, lorsque dans l'une de ces satisfactions, où convergent toutes les revendications partielles, il se débarrasse des substances sexuelles qui sont pour ainsi dire des porteurs saturés des tensions érotiques. L'expulsion des substances sexuelles dans l'acte sexuel correspond dans une certaine mesure à la séparation du soma et du plasma germinal. D'où l'analogie de l'état succédant à la pleine satisfaction sexuelle avec le mourir. Chez des animaux inférieurs, la coïncidence de la mort avec l'acte de procréation. Ces êtres meurent de la reproduction pour autant que, après la mise hors circuit de l'éros par la satisfaction, la pulsion de mort a désormais les mains libres pour imposer ses visées. Enfin, comme nous l'avons vu, le moi facilite au ça le travail de maîtrise en sublimant pour lui-même et à ses fins des parts de libido. Cinquième et dernière partie, les relations de dépendance du moi. L'enchevêtrement du sujet peut bien excuser qu'aucun titre des chapitres ne recouvre totalement leur contenu et que, lorsque nous voulons étudier des relations nouvelles, nous revenions encore et toujours à ce qui est déjà liquidé. Ainsi, nous avons dit de façon répétée que le moi, pour une bonne part, se forme à partir d'identifications qui prennent le relais d'investissement du ça laissé vacant, que les premières de ces identifications se conduisent régulièrement comme instance particulière dans le moi, se posent face au moi en tant que surmoi, alors qu'ultérieurement, le moi renforcé peut bien se comporter de façon plus résistante envers de telles influences identificatoires. Le surmoi doit sa position particulière dans le moi ou vis-à-vis du moi à un facteur qui doit être apprécié de deux côtés. Premièrement, il est la première identification qui se soit produite tant que le moi était encore faible. Et deuxièmement, il est l'héritier du complexe d'Oedipe. Il a donc introduit dans le moi les objets les plus grandioses. Il se comporte dans une certaine mesure vis-à-vis des modifications ultérieures du moi comme la phase sexuelle primaire de l'enfance vis-à-vis de la vie sexuelle ultérieure après la puberté. Bien qu'accessible à toutes les influences ultérieures, il garde néanmoins la vie durant le caractère qui lui est conféré de par son origine dans le complexe paternel, à savoir la faculté de se poser face au moi et de le maîtriser. Il est le mémorial de la faiblesse et de la dépendance qui était jadis celle du moi, et il continue à dominer même sur le moi mûr. De même que l'enfant se trouvait sous la contrainte d'obéir à ses parents, de même le moi se soumet à l'impératif catégorique de son surmoi. Mais descendre des premiers investissements d'objets du ça, donc du complexe d'Oedipe, signifie encore plus pour le surmoi. Cela le met en relation, comme nous l'avons déjà exposé, avec les acquisitions phylogénétiques du ça, et en fait la réincarnation de formations moïques antérieures, qui ont laissé derrière elles leur précipité dans le ça. Ainsi, le surmoi se tient en permanence proche du ça, et peut, vis-à-vis du moi, en assurer la représentance. Il plonge profondément dans le ça. Il est pour cette raison plus éloigné de la conscience que le moi. Ces relations, nous les apprécions mieux si nous nous tournons vers certains faits cliniques qui depuis longtemps ne sont pas une nouveauté, mais attendent encore leur élaboration théorique. Il y a des personnes qui, dans le travail analytique, se comportent de façon tout à fait singulière. Lorsqu'on leur donne espoir et qu'on leur montre qu'on est content de la situation du traitement, elles semblent insatisfaites et aggravent régulièrement leur état. Au début, on tient ceci pour un défi et un effort pour témoigner aux médecins de leur supériorité. Plus tard, on en arrive à une conception plus profonde et plus juste.
On ne se convainc pas seulement de ce que ces personnes ne supportent ni louange ni reconnaissance, mais aussi qu'elles réagissent à l'envers au progrès de la cure. Chaque résolution partielle, qui devrait avoir pour conséquence, et a de fait pour conséquence chez d'autres, une amélioration ou une rémission temporaire des symptômes, suscite chez elles un renforcement momentané de leur souffrance. Elles vont plus mal pendant le traitement au lieu d'aller mieux. Elles montrent ce qu'on nomme la réaction thérapeutique négative. Pas de doute, chez elles, quelque chose s'oppose à la guérison. Son approche est redoutée comme un danger. On dit que chez ces personnes, ce n'est pas la volonté de guérison, mais le besoin de maladie qui a le dessus. Si on analyse cette résistance de la façon habituelle, si on en soustrait la position de défi envers le médecin, la fixation aux formes du bénéfice de la maladie, il en subsiste néanmoins la plus grande part, et celle-ci se révèle être l'obstacle le plus fort au rétablissement, plus fort que les obstacles déjà connus de nous, ceux de l'inaccessibilité narcissique, de la position négative envers le médecin et de l'adhérence au bénéfice de la maladie. On arrive finalement à l'idée qu'il s'agit d'un facteur, pour ainsi dire, moral, d'un sentiment de culpabilité qui trouve sa satisfaction dans l'état de maladie et ne veut pas renoncer à la punition qu'est la souffrance. On peut s'en tenir en définitive à cette élucidation peu consolante. Mais ce sentiment de culpabilité est pour le malade muet. Il ne lui dit pas qu'il est coupable, il ne se sent pas coupable, mais malade. Ce sentiment de culpabilité ne se manifeste que comme résistance au rétablissement, difficile à réduire. Il est aussi particulièrement difficile de convaincre le malade de ce motif qu'il a de rester malade. Il s'en tiendra à l'explication plus immédiate que la cure analytique n'est pas le moyen correct de lui venir en aide. Ce qui a été décrit ici correspond aux occurrences les plus extrêmes, mais pourrait bien entrer en ligne de compte, dans une moindre mesure, pour de très nombreux cas de névrose, peut-être pour tous ceux d'une certaine gravité. Et même, bien plus, c'est peut-être justement ce facteur, le comportement de l'idéal du moi, qui détermine de façon prévalente la gravité d'une affection névrotique. C'est pourquoi nous n'allons pas esquiver quelques nouvelles remarques sur la manifestation du sentiment de culpabilité sous diverses conditions. Le normal et conscient sentiment de culpabilité n'offre à l'interprétation aucune difficulté. Il repose sur la tension entre le moi et l'idéal du moi. Il est l'expression d'un jugement de condamnation du moi par son instance critique. Les sentiments d'infériorité bien connus des névrosés ne devraient pas en être très éloignés. Dans deux affections qui nous sont bien familières, le sentiment de culpabilité est conscient de manière excessivement forte. L'idéal du moi fait montre alors d'une particulière sévérité et fait rage contre le moi, souvent d'une manière cruelle. À côté de cette concordance, il se rencontre dans les deux états, névrose de contrainte et mélancolie, des diversités dans le comportement de l'idéal du moi, qui ne sont pas moins significatives. Dans la névrose de contrainte, dans certaines de ses formes, le sentiment de culpabilité est excessivement bruyant, mais ne peut se justifier devant le moi. Aussi le moi du malade se rebelle-t-il contre l'allégation qu'il est coupable et réclame-t-il du médecin d'être conforté dans sa récusation de ses sentiments de culpabilité. Ce serait folie de lui céder, car cela resterait sans succès. L'analyse montre alors que le surmoi est influencé par des processus qui sont restés inconnus du moi. On peut effectivement découvrir les impulsions refoulées qui fondent le sentiment de culpabilité. Le surmoi, ici, en a su davantage sur le sein inconscient que le moi. Plus forte encore est l'impression que le surmoi a tiré à soi la conscience dans la mélancolie. Mais ici, le moi ne se risque à aucune protestation. Il se reconnaît coupable et se soumet aux punitions. Nous comprenons cette différence. Dans la névrose de contrainte, il s'agissait de motions choquantes qui sont restées en dehors du moi. Mais dans la mélancolie, l'objet auquel s'adresse la colère du surmoi a été accueilli dans le moi par identification. Il ne va certainement pas de soi que dans ces deux affections névrotiques, le sentiment de culpabilité atteigne une force si extraordinaire
Mais le problème principal que pose la situation est cependant ailleurs. Nous en différerons la discussion jusqu'à ce que nous ayons traité des autres cas dans lesquels le sentiment de culpabilité reste inconscient. C'est bien sûr essentiellement dans l'hystérie et dans des états de type hystérique que cela se trouvera. Le mécanisme du rester inconscient est ici facile à deviner. Le moi hystérique se défend contre la perception pénible qui le menace en provenance de la critique de son surmoi, de la même manière qu'il a d'ordinaire coutume de se défendre contre un investissement d'objets insupportables par un acte de refoulement. Il relève donc du moi que le sentiment de culpabilité reste inconscient. Nous savons que d'ordinaire, le moi entreprend les refoulements au service et par mandat de son surmoi. Mais voici un cas où il se sert de la même arme contre son sévère maître. Dans la névrose de contrainte prédominent, on le sait, les phénomènes de formation réactionnelle. Ici, le moi réussit seulement à tenir à distance le matériel auquel se rapporte le sentiment de culpabilité. On peut aller plus loin et risquer la présupposition qu'une grande partie du sentiment de culpabilité doit normalement être inconsciente, parce que l'apparition de la conscience morale est intimement rattachée au complexe d'Oedipe, lequel appartient à l'inconscient. Si quelqu'un voulait soutenir la proposition paradoxale que l'être humain normal n'est pas seulement beaucoup plus immoral qu'il ne le croit, mais encore beaucoup plus moral qu'il ne le sait, la psychanalyse, sur les découvertes de laquelle repose la première moitié de l'affirmation, n'aurait rien à objecter non plus à la seconde moitié. Ce fut une surprise de découvrir qu'un accroissement de ce sentiment de culpabilité inconscient peut faire d'un être humain un criminel. Mais c'est indubitablement ainsi. On peut mettre en évidence, chez beaucoup de criminels, ceux qui sont jeunes particulièrement, un puissant sentiment de culpabilité, lequel existait avant l'acte, et qui n'est donc pas la conséquence, mais le mobile de celui-ci, comme s'il était éprouvé comme un soulagement de pouvoir rattacher ce sentiment de culpabilité inconscient à quelque chose de réel et d'actuel. Dans toutes ces circonstances, le surmoi démontre son indépendance à l'égard du moi conscient et ses relations intimes avec le ça inconscient. La question se pose maintenant, eu égard à la significativité que nous avons attribuée au reste de mots préconscients dans le moi, de savoir si le surmoi, étant admis qu'il est inconscient, ne consiste pas en de telles représentations de mots ou de savoir en quoi d'autres il consiste. Notre réponse limitée sera que le surmoi, lui non plus, ne peut absolument pas dénier qu'il a sa provenance dans de l'entendu. Il est en effet une partie du moi et reste accessible à la conscience à partir de ses représentations de mots. Mais l'énergie d'investissement est apportée à ces contenus du surmoi, non pas par la perception auditive, l'enseignement, la lecture, mais par les sources qui sont dans le ça. La question dont nous avions différé la réponse s'énonce. Comment se fait-il que le surmoi se manifeste essentiellement comme sentiment de culpabilité et que, ce faisant, il déploie contre le moi une dureté et une sévérité si extraordinaires? Si nous nous tournons d'abord vers la mélancolie, nous trouvons que le surmoi, surfort, qui a tiré à soi la conscience, fait rage contre le moi, avec une violence sans ménagement, comme s'il s'était emparé de tout le sadisme disponible dans l'individu. Selon notre conception du sadisme, nous dirions que la composante destructive s'est déposée dans le surmoi et tournée contre le moi. Ce qui règne dès lors dans le surmoi est pour ainsi dire une culture pure de la pulsion de mort. Et effectivement, celle-ci réussit bien souvent à pousser le moi dans la mort, si le moi ne se défend pas auparavant contre son tyran par le revirement dans la manie. Tout aussi pénibles et tourmentants sont les reproches de conscience dans des formes déterminées de la névrose de contrainte. Mais la situation est ici moins transparente. Il est remarquable, à l'opposé de la mélancolie, que le malade de contrainte ne fasse, à vrai dire, jamais le pas de se tuer lui-même. Il est comme immunisé contre le danger de suicide, bien mieux protégé là contre que l'hystérique. Nous comprenons que c'est la conservation de l'objet qui garantit la sécurité du moi. Dans la névrose de contrainte,
C'est par une régression à l'organisation prégénitale qu'il est devenu possible que les impulsions d'amour se transposent en impulsions d'agression contre l'objet. De nouveau, la pulsion de destruction est devenue libre et veut anéantir l'objet, ou, tout au moins, il y a l'apparence qu'il existe une telle visée. Le moi n'a pas accueilli ces tendances. Il se rebelle contre elles, avec des formations réactionnelles et des mesures de précaution. Elles demeurent dans le ça. Mais le surmoi se comporte comme si le moi était responsable d'elle, et nous montre en même temps, par le sérieux avec lequel il poursuit ses visées d'anéantissement, qu'il ne s'agit pas d'une apparence suscitée par la régression, mais du remplacement effectif de l'amour par de la haine. En DZ des deux côtés, le moi se défend vainement contre les allégations du saint meurtrier, aussi bien que contre les reproches de la conscience morale qui punit. Il réussit tout juste à inhiber les actions les plus massives de l'un et de l'autre. Le résultat est d'abord un auto-tourment sans fin, et dans l'évolution ultérieure, un tourmentement systématique de l'objet, là où celui-ci est accessible. Les dangereuses pulsions de mort sont traitées dans l'individu de manière diverse. Pour une part rendue inoffensive par mixion avec des composantes érotiques, pour une autre déviées vers l'extérieur en tant qu'agression. Pour une grande part, elles continuent certainement leur travail interne sans obstacle. Comment se fait-il alors que dans la mélancolie, le surmoi puisse devenir une sorte de lieu de rassemblement des pulsions de mort? Du point de vue de la restriction pulsionnelle, de la moralité, on peut dire le ça est totalement amoral. Le moi s'efforce d'être moral. Le surmoi peut devenir hyper moral, et alors aussi cruel que seul peut l'être le ça. Il est remarquable que plus l'être humain restreint son agression vers l'extérieur, plus il devient sévère, donc agressif dans son idéal du moi. Pour la manière habituelle de considérer les choses, cela paraît être inverse. Elle voit dans l'exigence de l'idéal du moi le mobile de la répression de l'agression. Le fait reste cependant tel que nous l'avons énoncé. Plus un être humain maîtrise son agression, plus s'accroît le penchant à l'agression de son idéal contre son moi. C'est comme un déplacement, un retournement sur le moi propre. Déjà, la morale commune, normale, a le caractère de ce qui restreint durement, de ce qui interdit cruellement. C'est bien de là qu'est issue la conception de l'être supérieur qui punit impitoyablement. Je ne puis maintenant commenter plus avant ces états de choses sans introduire une nouvelle hypothèse. Le surmoi, en effet, est apparu par une identification avec le modèle paternel. Toute identification de ce genre a le caractère d'une désexualisation ou même d'une sublimation. Or, il semble que lors d'une telle transposition, il se produit aussi une démixion pulsionnelle. La composante érotique n'a, après la sublimation, plus la force de lier toute la destruction qui y est adjointe, et celle-ci devient libre comme penchant à l'agression et à la destruction. C'est de cette démixion que l'idéal en général tirerait ce trait dur, cruel, qu'est le « tu dois » impérieux. Attardons-nous encore un peu à la névrose de contrainte. Ici, les choses se présentent autrement. La démixion de l'amour, en vue de l'agression, ne s'est pas produite par une opération du moi, mais elle est la conséquence d'une régression qui s'est accomplie dans le ça. Mais ce processus a empiété du ça sur le surmoi, qui aiguise dès lors sa sévérité envers le moi innocent. Dans les deux cas, cependant, le moi, qui a maîtrisé la libido par identification, subirait en contrepartie la punition de la part du surmoi par l'agression adjointe à la libido. Nos représentations du moi commencent à se clarifier, ces diverses relations à gagner en netteté. Nous voyons maintenant le moi dans sa force et dans ses faiblesses. Il est chargé de fonctions importantes. En vertu de sa relation au système de perception, il instaure l'ordonnancement temporel des processus animiques et soumet ceux-ci à l'examen de réalité. Par la mise en circuit des processus de pensée, il obtient un ajournement des décharges motrices et il exerce sa domination sur les accès à la motilité. Cette dernière domination est assurément plus formelle que factuelle. Le moi dans la relation à l'action a en quelque sorte la position d'un monarque constitutionnel
sans la sanction duquel rien ne peut devenir loi, mais qui y regarde à 2 fois avant d'opposer son veto à une proposition du Parlement. Le moi s'enrichit dès lors de toutes les expériences de la vie venant de l'extérieur. Mais le ça est son autre monde extérieur qu'il aspire à se soumettre. Il retire au ça de la libido, remodèle les investissements d'objets du ça en configuration du moi. Avec l'aide du surmoi, il puise, d'une manière qui nous est encore obscure, dans les expériences de la préhistoire accumulées dans le ça. Il y a 2 voies par lesquelles le contenu du ça peut pénétrer dans le moi. L'une est la voie directe, l'autre passe par l'idéal du moi. Et il peut être décisif pour bien des activités animiques qu'elles s'effectuent par l'une ou par l'autre des 2 voies. Le moi se développe de la perception des pulsions jusqu'à la domination des pulsions, de l'obéissance aux pulsions jusqu'à l'inhibition des pulsions. À cette opération, l'idéal du moi, qui est d'ailleurs en partie une formation réactionnelle contre les processus pulsionnels du ça, prend une forte part. La psychanalyse est un outil qui doit rendre possible au moi la conquête progressive du ça. Mais d'un autre côté, nous voyons ce même moi comme une pauvre créature qui est soumise à 3 sortes de servitudes et subit par conséquent les menaces de 3 sortes de dangers, provenant du monde extérieur, de la libido du ça et de la sévérité du surmoi. 3 sortes d'angoisse correspondent à ces 3 dangers, car l'angoisse est l'expression d'une retraite devant le danger. Comme être de frontière, le moi veut faire l'intermédiaire entre le monde et le ça, rendre le ça docile au monde et rendre le monde, par le moyen de ses actions musculaires, conforme aux souhaits du ça. Il se comporte à proprement parler comme le médecin dans une cure analytique, en se recommandant lui-même comme objet libidinal au ça, et en voulant diriger sur soi la libido de celui-ci. Il n'est pas seulement l'aide du ça, mais aussi son valet, soumis qui brigue l'amour de son maître. Il cherche si possible à rester en bonne entente avec le ça, revêt les commandements inconscients de ses rationalisations préconscientes, fait miroiter l'illusion que le ça obéit aux avertissements de la réalité, même là où le ça est resté rigide et inflexible, maquille les conflits du ça avec la réalité, et si possible même ceux avec le surmoi. Dans sa position intermédiaire entre ça et réalité, il ne succombe que trop souvent à la tentation de devenir flagorneur, opportuniste et menteur, un peu comme un homme d'État qui, bien qu'ayant une bonne intelligence de la situation, veut néanmoins s'affirmer dans la faveur de l'opinion publique. Entre les 2 espèces de pulsions, il ne se tient pas impartial. Par son travail d'identification et de sublimation, il porte assistance aux pulsions de mort dans le ça pour la maîtrise de la libido. Mais ce faisant, encourt le danger de devenir objet des pulsions de mort et d'expirer lui-même. Il a dû, aux fins de cette assistance, se remplir lui-même de libido. Il devient de ce fait lui-même représentant de l'éros et veut dès lors vivre et être aimé. Mais comme son travail de sublimation a pour conséquence dans le surmoi une démiction pulsionnelle et une libération des pulsions d'agression, il s'expose par son combat contre la libido au danger des sévices et de la mort. Quand le moi souffre de l'agression du surmoi ou même succombe, son destin fait pendant à celui des protistes qui périssent de par les produits de décomposition qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Un semblable produit de décomposition, au sens économique, telle nous apparaît la morale, à l'œuvre dans le surmoi. Parmi les relations de dépendance du moi, celle à l'égard du surmoi est sans doute la plus intéressante. Le moi est bel et bien le lieu de l'angoisse proprement dit. Menacé par les 3 sortes de dangers, le moi développe le réflexe de fuite, en retirant son propre investissement de la perception menaçante ou du processus dans le ça estimé tel lui aussi, et en le dépensant comme angoisse. Cette réaction primitive est relayée ultérieurement par la mise sur pied d'investissements de protection, le mécanisme des phobies. Ce que le moi redoute du danger externe et du danger libidinal dans le ça, on ne peut l'indiquer. C'est, nous le savons, le terrassement ou l'anéantissement, mais on ne saurait le concevoir analytiquement. Le moi suit simplement la mise en garde du principe de plaisir. Par contre,
On peut dire ce qui se cache derrière l'angoisse du moi, devant le surmoi, derrière l'angoisse de conscience. En provenance de l'être supérieur, qui devint l'idéal du moi, menaçait jadis la castration, et cette angoisse de castration est vraisemblablement le noyau autour duquel se dépose l'angoisse de conscience ultérieure. C'est elle qui se poursuit comme angoisse de conscience. Cette proposition claironnante, c'est-à-dire toute angoisse est à proprement parler angoisse de mort, c'est à peine si elle recèle un sens. En tout cas, elle ne peut pas être justifiée. Au contraire, il me paraît tout à fait juste de départager l'angoisse de mort de l'angoisse d'objet et de l'angoisse de libido névrotique. Elle pose à la psychanalyse un difficile problème, car la mort est un concept abstrait au contenu négatif, pour lequel il ne peut être trouvé de correspondance inconsciente. Le mécanisme de l'angoisse de mort pourrait être seulement que le moi se défait dans une très large mesure de son investissement de libido narcissique, que donc il s'abandonne lui-même, comme d'ordinaire, en cas d'angoisse, il abandonne un autre objet. J'estime que l'angoisse de mort se joue entre moi et surmoi. Nous connaissons la survenue d'angoisse de mort dans deux conditions, qui sont du reste tout à fait analogues à celles du développement d'angoisse connu par ailleurs, comme réaction à un danger externe et comme processus interne, par exemple dans la mélancolie. Le cas névrotique peut encore une fois aider à notre compréhension du cas réel. L'angoisse de mort de la mélancolie n'admet qu'une seule explication, à savoir que le moi s'abandonne lui-même parce qu'il se sent haï et persécuté par le surmoi au lieu d'en être aimé. Vivre est donc pour le moi synonyme de être aimé par le surmoi qui ici encore entre en scène comme représentant du ça. Le surmoi représente la même fonction protectrice et salvatrice qu'antérieurement le père, ultérieurement la providence ou le destin. Mais cette même conclusion, le moi doit aussi la tirer quand il se trouve dans un danger réel excessif, qu'il ne croit pas pouvoir surmonter par ses propres forces. Il se voit délaissé par toutes les puissances protectrices et se laisse mourir. C'est du reste encore et toujours la même situation qui se trouvait à la base du premier grand état d'angoisse, celui de la naissance, et de l'angoisse désirance infantile, celle de la séparation d'avec la mère protectrice. Sur la base de tout ce qui vient d'être exposé, l'angoisse de mort, comme l'angoisse de conscience, peut donc être conçue comme élaboration de l'angoisse de castration. Étant donné la grande significativité du sentiment de culpabilité pour les névroses, on ne saurait non plus écarter l'idée que l'angoisse névrotique commune connaît dans des cas graves un renforcement par le développement d'angoisse entre moi et surmoi. Le ça, auquel nous sommes ramenés pour finir, n'a aucun moyen de témoigner au moi amour ou haine. Il ne peut pas dire ce qu'il veut. Il n'a mis en place aucune volonté unitaire. Éros et pulsions de mort combattent en lui. Nous avons vu avec quels moyens les premières de ces pulsions se mettent sur la défensive face aux autres. Nous pourrions présenter les choses comme si le ça se trouvait sous la domination des pulsions de mort, muettes mais puissantes, qui veulent avoir leur repos et amener au repos le trouble P Éros, selon les signes adressés par le principe de plaisir. Mais nous craignons, ce faisant, de sous-estimer néanmoins le rôle d'Éros.